Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Madame, c'est bonjour. Bonjour à tous et merci d'être encore des nôtres ce matin. C'est la dernière édition de la semaine de la revue des Grandes Unes. La presse est donc disponible dans les kiosques ce matin. La nouvelle expression a un seul titre, donc musulman, avec une image de Mimi Mefo et donc bouche muselée, fermée carrément. C'est ce qu'on dit dans la presse, dans ce journal. Et le messager de ce matin ne rate pas l'occasion de revenir également sur le même sujet, parlant donc de droit à l'information. Le régime impose la terreur au Cameroun, donc on peut lire en page 6, et le journal parle également à l'aube du nouveau septennat, le pouvoir de Yaoundé transpire la peur. C'est ce que propose également le messager de ce matin. Et puis l'Œil du Sahel parle donc de Boko Haram qui enlève donc 7 enfants à Tika, et en même temps on parle aussi de la journaliste Mimi Mefo incarcérée à la prison de Nebel. D'autres sujets sont également à découvrir dans le journal ce matin, le journal qui est donc disponible dans les kiosques aussi, dans le journal L'Œil du Sahel, le journal et qui est également disponible, c'est Mutation qui est donc disponible, qui a un autre titre aussi que je vous propose ce matin, vers vent de terreur sur les journalistes au Cameroun. C'est le grand titre du journal ce matin. Et en parcourant l'article, on découvre qu'il y a toujours des sujets, il y a des faits également qui accompagnent notamment ce qui est fait sur le terrain. Il y a une image de Joseph Olinga, bien entendu, le chef d'ex, le messager à l'ouest Cameroun, et bien entendu Mimi Mefo à la une également de ce même journal pour parler également de ce que subit la presse depuis quelque temps. C'est à découvrir dans le journal ce matin, le journal Mutation. À lire toujours dans la presse ce matin, il y a le quotidien Le Jour qui se demande pourquoi. Pourquoi et toujours pourquoi, c'est le grand titre pour parler un peu de cette journaliste du groupe La Nouvelle Expression qui a été donc interpellée et donc jetée à la prison de Nebel, ici même à Douala. C'est donc toute une histoire à découvrir dans le dossier proposé par le journal, le quotidien Le Jour et d'autres informations aussi. Le quotidien de l'économie s'intéresse également à cette même information parlant de mobilisation pour la libération de la journaliste Mimi Mefo et d'autres sujets qui sont également à découvrir dans le même journal, disponible dans les kiosques ce matin. Émergence parle donc du nouveau septennat. Émergence, le quotidien privé bilingue qui parle de Paul Biya. Est-il encore l'homme de la situation? C'est une question, mais avec 13 experts qui s'affrontent sur cette question également ce matin, en parlant également du SOS, la liberté de la presse en danger au Cameroun. C'est donc un autre titre aussi à lire dans le numéro disponible ce matin. Info Matin parle de crise anglophone. Les réponses de Paul Biya aux inquiétudes des États-Unis. C'est un autre grand titre aussi à découvrir dans le dossier proposé par le journal. Quelques jours seulement après sa prestation de serment, il est revenu sur les faits qui intéressent également la jeunesse et les Camerounais en particulier pour la situation qui se déroule donc dans les régions anglophones, à lire dans le dossier proposé par le quotidien Info Matin de ce matin. Le journal est donc disponible dans les kiosques tout comme d'autres tabloïds. Et voilà, nous recevons sur ce plateau nos invités comme d'habitude. Georges Semé, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour M. Nogo, bonjour à tous les aficionados qui nous regardent tous les vendredis dans le cadre de ce programme. Très bien, merci d'être là également ce vendredi. Camille, bonjour. Bonjour Flavien Ballon-Dongo, bonjour Georges Semé, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Très bien, nous restons avec notamment plusieurs tabloïds de ce matin pour nous intéresser en tout cas aux unes. La Nouvelle Expression parle de musulman avec une image de Mimi Mefo, la bouche carrément cousue. C'est une image, c'est un titre qui vous parle d'ailleurs ce matin, et en même temps le messager qui parle donc de ce régime qui impose la terreur, et aussi le du Sahel qui parle donc de cette journaliste incarcérée à la prison de Nebel. Et en même temps on va découvrir à la une du journal Mutation ce matin, vent de terreur sur les journalistes au Cameroun. Tout cela pour exprimer quoi? Bien, pour exprimer bien évidemment une exceptionnelle solidarité sur la cause, par rapport à la cause de notre consoeur Mimi Mefo. Je pense que c'est d'abord le premier devoir de la part des corporatistes de journalisme de l'évoquer. On a vu plusieurs titres qui ont barré toute leur une sur cette affaire, mais d'autres qui en ont réservé une petite une tout simplement. Mais je crois que c'était le moment opportun d'en parler, et bien évidemment chacun a son angle de traitement. La Nouvelle Expression a mis sur toute la une le musulman de la presse.
le messager a parlé des droits à la liberté, le régime impose la terreur, alors que Mutation a parlé de vent de terreur sur les journalistes. Je crois que nous faisons d'abord ce Quotidien le premier jour pas. qui demande Voilà. pourquoi, simplement. Voilà, nous faisons d'abord ce premier pas en soutien à la cause de notre consoeur qui, faut-il le rappeler, est encore aujourd'hui écroué en détention provisoire à la prison centrale de Nobel, en attendant la première audience qui aura lieu le 12 novembre prochain. Alors, donc, elle vient de passer sa deuxième nuit, Camille Nélé, et la presse s'empare carrément de ce sujet. Chaque tabloïd est allé de sa sensibilité pour traiter de cette question. Ben, la presse, à travers les titres de ce matin, on lit la consternation, on lit le soutien, on lit la révolte aussi de la presse qui ne comprend pas comment une consoeur a pu être arrêtée de manière aussi sommaire et immédiatement incarcérée à la prison de Nobel, menottes aux mains. Vous imaginez une femme à qui l'on met menottes au poignet? C'est quelque chose, c'est une image surréaliste. C'est-à-dire qu'on dirait qu'on a affaire à une terroriste ou à une bande de braqueurs. Non, la presse ce matin, elle s'indigne, et si elle s'indigne, je pense qu'elle s'indigne à raison. Moi, hier, vous vous souvenez, Flavien Wallon-Ndongo, nous avons été les premiers à en parler dans notre revue des grandes unes du matin, parce que nous avions l'occasion, nous avions la primeur, nous étions les premiers. Aucun journal n'en avait parlé, puisque l'incarcération s'était passée la nuit, mais nous avions dit tout ce que nous pensions de cette arrestation spectacle et de cet emprisonnement tout simplement spectaculaire. Bon, nous nous posons tout simplement des questions. Est-il opportun de mettre une journaliste connue, réputée comme celle-là, en prison pour un délit qui lui-même demeure discutable? Parce que ici, nous ne sommes pas là pour faire la plaidoirie de ce dossier, pour commencer à décortiquer ce dossier à charge ou à décharge, mais nous savons très bien qu'au-delà de tout ce qui est dit par le texte officiel, il se fait que Madame Mefo a plaqué un poste qui venait d'une agence parlant justement de cette attaque, et de l'autre côté, elle a placé la version du ministre de la Défense. Donc, moi je pense qu'à ce niveau-là, on ne peut ne pas parler d'équilibre de l'information. Maintenant, si on estime qu'il fallait frapper par l'exemple, ok, c'est ceux qui sont là pour appliquer la loi, ils n'ont qu'à l'appliquer. Mais moi j'ai posé une question hier. L'opportunité de l'arrestation de Mimi Mefo pour un délit nouveau, dans un contexte nouveau. Ce délit sur le terrorisme, sur la cybercriminalité, c'est un texte nouveau. Et moi je pense que pour l'appliquer, il aurait fallu qu'il y ait une sorte d'opération pédagogique, de convoquer un après l'autre tous ces journalistes cybernétiques pour leur dire que voici à quoi vous vous exposez. Et ensuite même, à ce moment-là, sévir, mais vous sévissez directement. Et en contre qui? Contre une fille. Vous l'envoyez en prison, sans sommation. Au lendemain, 2 jours après la prestation de serment du chef de l'État, qui parle de liberté, qui parle d'accompagnement des jeunes, qui parle de nouvelles perspectives, qui parle de nouvelles prospectives. Et maintenant, ça va faire le tour du monde. C'est en train de faire déjà le tour des journaux et des réseaux sociaux. Ça va faire le tour du monde. Ça va faire le tour, ça va mobiliser toute la presse du monde entier. Ça va mobiliser tous les avocats du monde entier. Ça va mobiliser l'attention des chefs d'État même. Et qu'est-ce qui va se passer finalement? C'est le président de la République qui va être sous pression de toutes ses forces et sous pression aussi de ses pairs de la communauté internationale. Pour quelqu'un qui vient de prêter serment pour un nouveau mandat, pour lequel le peuple camerounais et même l'opinion internationale lui accorde une présomption de bonne foi par rapport au discours qu'il a fait. Moi, je pense que ça démarre plutôt mal et que ce sont ses collaborateurs qui auraient dû se dire que si on arrête cette fille, est-ce que cela va aider le chef de l'État? Moi, je pense que l'arrestation, l'incarcération de cette fille et tout le ramdam que cela provoque et va provoquer pendant des semaines et des semaines, moi, je ne pense pas que ça pourrait aider Paul Biya. Alors, très bien. Lorsqu'on lit également dans la presse ce matin, le messager principalement, on parle il y a des réactions que je vous invite à découvrir. Par exemple, celle du professeur Maurice Kamto qui demande simplement la libération de Mimi Mefo. Bien, il y a eu une avalanche de réactions. Ça a d'abord commencé par ses confrères journalistes, et ensuite il y a eu des politiques qui se sont prononcés. Vous avez cité le cas de l'ancien candidat à la présidentielle de novembre, 17 octobre 2018, M. Kamto, mais il y a également eu un communiqué qui a été rendu public par le Manidem, qui est un parti politique de l'opposition au Cameroun, mais il y a d'autres figures de la scène politique camerounaise qui sont sorties, Mme Kawala par exemple, et puis certains
responsables politiques du SDF. Mais il y a également eu des réactions qui sont venues de l'international, non seulement de nos soutiens corporatistes à l'international, mais également de certaines organisations internationales qui ont appris, comme tout le reste de la cause, l'affaire sur Mimi-Info. Je pense qu'il s'agit d'une avalanche de réactions qui devrait quand même interpeller le gouvernement sur la démarche qui a été entreprise. D'abord sur la forme. Je pense que le spectacle qu'on a vécu, où Mimi-Info était menotté, est très mal venu pour ma part, parce qu'elle a quand même, d'abord en maintenant un report de sa comparution, bonne foi de ne pas se dérober à son devoir de se présenter à la Légion de gendarmerie du littoral. Donc, c'est injustifié qu'on la menotte comme si elle préparait une certaine fuite. Toujours sur la forme, je pense qu'on peut s'interroger également sur l'opportunité de la saisie du tribunal militaire, parce que lorsque on se réfère aux faits qui sont extrêmement précis, propagation de fausses nouvelles mensongères susceptibles de nuire aux autorités publiques et à la cohésion nationale, outrage au corps constitué et aux fonctionnaires, incitation à la révolte contre le gouvernement et aux institutions. Tous ces faits sont adossés sur le code pénal. Donc ils peuvent tomber sous le coup du droit commun et être connus par un tribunal de droit commun et non par le tribunal militaire. Donc, je crois que la démarche qui sera prochainement engagée par les avocats de Mimi-Info, c'est de chercher les éléments factuels pour déclarer incompétent le tribunal militaire et peut-être, pourquoi pas, chercher d'obtenir sa libération sous condition pour qu'elle comparaisse libre. Et maintenant, dans le fond également, nous pouvons nous interroger sur les 2 poids, 2 mesures qu'il y a sur le traitement qui est effectué à l'endroit de certains journalistes qui travaillent pour certains organes qui ont pignon sur rue, mais qui excellent également pour les mêmes motifs qui sont aujourd'hui reprochés à Mimi-Info. On s'interroge sur le pourquoi de ce que le tribunal n'est pas souvent saisi pour incriminer ses confrères, et quand c'est d'autres médias, on est prompt à effectuer cette incrimination. Donc, il y a un ensemble de questions qui s'imposent aujourd'hui et certainement qui ont suscité cette avalanche de réactions évoqué tout à l'heure, mais puisque l'affaire est en instance, il faut quand même rappeler que Mimi-Info est encore présumée innocente et qu'il appartient désormais à la personne qui est au demandeur, qui est le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Douala, d'apporter les preuves conséquentes de la culpabilité de Mimi-Info. Et on espère également que la constitution de tous ces avocats aura également les preuves, d'abord pour obtenir sa libération, ensuite pour obtenir l'incompétence du tribunal militaire, mais également pour atténuer la peine qui sera, on ne le souhaite pas, qui sera prononcée contre Mimi-Info. Très bien. Bien entendu, il y a des réactions, puisqu'on parle des réactions également. Dans la nouvelle expression, il y a par exemple Maître Alice Com, qui est porte-parole des avocats de Mimi-Info, qui fait savoir que le Cameroun a signé un engagement de ne pas traduire en civil devant un tribunal militaire. Vous connaissez l'engagement de Maître Alice Com pour les causes les plus nobles dans ce pays, et surtout pour les libertés. Et Maître Alice Com a été la dernière à accompagner Mimi-Info jusque dans sa prison, dans sa cellule à la prison centrale de Nouvelle. Maître Alice Com énonce un certain nombre de dispositions légales qui démontrent tout simplement que Mimi-Info n'a pas accompagné. D'ailleurs, vous savez, c'est une brillante avocate. Mais au-delà du juridisme simple, moi je pense que nous n'avons pas à ergoter sur les textes de loi, sur les raisons, si elle a tort. Je pense que là, aujourd'hui, dans le contexte actuel, je le dis et je le maintiens, il ne faudrait pas que le président Paul Biya soit obligé à prononcer sa relaxe ou sa libération ou après les pressions qui vont être exercées sur sa personne. Parce que je vous le dis, je me souviens avec l'affaire Yono Black et je me souviens avec d'autres affaires. Je vous ai dit ici hier comment l'affaire Yono Black a été déclenchée par un commissaire tout simplement imprudent. Imprudent. M. Bachandi a décidé d'arrêter des gens qui s'étaient réunis et il a sorti un texte vieux de 1962. Il a parlé comment est-ce qu'on appelait ça, je vais retrouver le terme. Il les a traduits devant le tribunal militaire. Ils ont été, malgré toutes les pressions internationales, ils ont été traduits devant le tribunal militaire et 2 parmi eux
cas ont été condamnés à 4 et 3 ans d'emprisonnement ferme. Ils ont été enfermés. Pendant que Yonoblak était en train d'aller à Baturi et Kananissé à Yoko, c'est là que le président de la République les gracie. Mais ça a fait un bruit terrible. Mais il les a graciés parce qu'il avait reçu une pression extraordinaire. Il ne faudrait pas qu'en ce début de mandat, le président de la République vive la même pression. Il n'y a aucun intérêt. Moi, je pense que ses collaborateurs et ceux qui sont qui ont la responsabilité de conduire la justice, ils devraient penser à accompagner le chef d'État et à éviter le moins de quoi possible. Ce projet, la résolution de cette affaire-là, aujourd'hui, va être d'abord politique. On va d'abord commencer, on ne va pas regarder le débat juridique, mais politique. Il faut que les uns et les autres comprennent que le début du mandat du président Paul Biya ne peut pas commencer par une affaire aussi assourdissante. Moi je pense. Et ceux qui vont la laisser continuer à rester en prison, moi je pense qu'ils n'aideront pas le chef de l'État. Ça c'est mon point de vue. Et je pense que c'est un point de vue qui est partagé par beaucoup de personnes parce que là aujourd'hui, il ne faudrait pas non plus qu'on fasse des comparaisons avec d'autres affaires parce que j'ai entendu quelqu'un faire des comparaisons hier dans une vente à porter en parlant de l'affaire du correspondant de RFI qui a été condamné pour terrorisme, qui a passé 2 ans en prison. Non, l'affaire n'est pas la même. Comparaison n'est pas raison. L'affaire Mimi Mefo se trouve au moment où le président de la République vient de prêter serment. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas que Paul Biya qu'on torde la main de Paul Biya pour l'amener à libérer Mimi Mefo. Très bien. Alors, lorsqu'on a fini de lire, en tout cas, ces réactions dans la plupart des tabloïds ce matin, le Messager ainsi que la Nouvelle Expression, on peut se poser la question, doit-on toujours punir et comment punir, finalement? Bien, écoutez, vous savez que depuis un certain moment, le gouvernement camerounais s'est entouré d'un national juridique extrêmement répressif. Non seulement pour le commun des Camerounais, mais également pour les professionnels dont les journalistes. Je vais d'abord partir de la loi sur... je crois que c'est un premier piège contre l'exercice de la profession des journalistes, parce qu'il y a certains présumés chefs d'accusation qui sont à l'encontre des Mimefo qui tombent sur la loi. Mais également, il y a cette loi de 2014 qui a été fortement décriée, qui est celle portant sur la répression des actes de terrorisme. Nous l'avons fortement décriée, et même certaines organisations de la communauté internationale l'ont décriée, qui constitue également, qui décèle, qui en elle-même des pièges dans l'exercice de notre profession. Et dans ce cas également, le Mimefo est présumé tomber sous le coup de cette loi. Mais il y a une autre loi de 2016. Bon, ça ce n'est pas une loi, c'est le nouveau code pénal. Le nouveau code pénal qui est pris ici en référence par le ministre de la Communication en ses articles 113 et 154 sur la propagation des fausses nouvelles mensongères et la nuisance, les atteintes aux corps constitués et au gouvernement. Je pense que notre conseil encourt tout simplement jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et c'est extrêmement grave. Donc, notre confrère de Le Jour se demandent pourquoi. Pourquoi? Bien évidemment parce que l'État s'est entouré aujourd'hui d'un national juridique qui décèle des pièges dans l'exercice de la profession des journalistes. Autant on peut incriminer cette démarche, on peut la récriminer, mais autant il faut parfois de temps en temps appeler au professionnalisme et à l'éthique déontologique de certains confrères qui ne sont pas censés ignorer la loi, comme le dit le dicton en droit. Ils devraient prendre connaissance de ces petits pièges renfermés dans ces 3 textes afin qu'ils ne tombent pas dans le jeu du gouvernement. Je pense que c'est également un appel lancé à l'endroit de ces organisations de journalistes afin qu'ils pensent à former davantage leurs journalistes sur ces petits pièges qui nous auraient certainement évité cette affaire des Mimefo. Nous avons une solidarité de corps à l'endroit de notre conseil et je pense que tel que le programme a été établi à travers un communiqué du syndicat national des journalistes du Cameroun, nous allons la soutenir jusqu'à ce que, avec l'aide des avocats, nous obtenons pourquoi pas sa libération ou alors sa comparution libre. Très bien. Alors, le sujet fait le tour de plusieurs tabloïds ce matin, contrairement à ce qu'on se demandait hier. Donc aujourd'hui, la presse est revenue, mais il y a Cameroun Tribune qui n'a même pas fait mention. Ben écoutez, Cameroun Tribune, c'est une presse, mais c'est une presse essentiellement gouvernementale. Gouvernementale parce qu'elle vit essentiellement des publicités gouvernementales, mais également des subventions gouvernementales, dont leur éditorial de traitement est assez délicat. Mais je crois qu'ici, on parle d'une profession, d'une corporation. Autant on s'appelle confrère entre journalistes privés, mais on s'appelle également confrère entre journalistes du public. Et je pense qu'on devrait être solidaire de cette cause
quel que soit l'angle de traitement, mais en parler. On a noté tout simplement un déni d'information de la part de nos confrères de Cameroun Tribune qui auraient pu en parler, mais d'une autre manière. Au moins, ça aurait, à leur façon, éduqué les lecteurs des journaux. Malheureusement, c'est un déni total d'information. Et c'est certainement, vous avez bien fait de relever cela. On espère que peut-être dans les prochaines parutions, puisque c'est un quotidien, dans la parution de demain, on en fera au moins un petit encart. De lundi, voilà, on en fera peut-être un petit encart pour essayer de mitiger un peu l'information relative à Mimefo. Je ne sais pas, Georges, mais si vous donnez une leçon de journalisme ou de ligne éditoriale à Cameroun Tribune, mais vous connaissez la ligne éditoriale de Cameroun Tribune, c'est celle de toujours parler des trains qui arrivent à l'heure et d'éviter le moins possible de parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Mais vous évoquez Cameroun Tribune, vous avez certainement oublié d'évoquer d'autres quotidiens ou d'autres hebdomadaires, par exemple du côté des Yaoundé, qui n'ont pas publié cette information. C'est-à-dire que pour eux, l'information n'existe pas. Pour eux, rien ne s'est passé à Douala. Donc c'est une question de ligne éditoriale que nous devons leur concéder. Mais moi, je pense que dans une affaire aussi grave, il est important que tout journaliste s'interroge sur les tenants et les aboutissants de cette affaire. Et de deux, il faudrait bien que l'on comprenne qu'aujourd'hui, la presse elle-même, la profession de la presse est menacée justement par cette cyberpresse, ce cyberjournalisme, où l'on retrouve une faune d'individus que l'on appelle des lanceurs d'alerte qui balancent n'importe quoi. Voilà donc les gens en réalité. Ou des journalistes engagés ou activistes. Voilà. Et ils s'autoproclament journalistes engagés, journalistes activistes et tout ça, qui balancent toutes sortes de fake news, écoutent toutes sortes d'accusations dans les journaux. Moi, je pense que c'est avec des gens comme cela que la répression aurait dû continuer, aurait dû commencer, pas par une faible femme. Et là, aujourd'hui où les gens commencent à comprendre que pour une pécadille, on peut vous arrêter et vous coller le motif de subversion ou d'atteinte à la sécurité intérieure. Je pense que les gens seront un peu plus prudents. Mais seulement, il faudrait vraiment que le ménage soit fait au niveau justement de cette presse cybernétique où on trouve tout et n'importe quoi, surtout au niveau de ceux qui se sont autoproclamés lanceurs d'alerte. Très bien. Et lorsqu'on lit le titre de Mutation ce matin, il y a un vent de terrain sur les journalistes. Oui, c'est inquiétant parce que en dehors de l'affaire Mimefo, il y a eu notre confrère qui est inquiété du côté de Bafoussam, Joseph Folinga, qui est le correspondant du journal Le Messager de ce côté, qui, pour un chef d'accusation qui est extrêmement différent de celui de Mimefo, rébellion, est aujourd'hui appelé à comparaître, cette fois-ci libre, devant les autorités judiciaires compétentes de cette région. Je crois que c'est un vent de terreur qui souffle dans les milieux journalistiques. Vous savez, j'aimerais dans ce cas couper la poire en deux parce qu'il ne faut pas effectivement mélanger les deux affaires. Autant Mimefo inquiété, autant Joseph Folinga inquiété, mais on ne peut pas mettre les deux affaires dans le même package judiciaire. Toujours est-il que les journalistes sont menacés. Toujours est-il que ce sont des journalistes, mais on ne le dira jamais assez, c'est le moment, c'est l'occasion d'appeler à la responsabilité des journalistes. Parce que nous exerçons dans une république et nous sommes censés ne pas ignorer les lois. Même si elles sont des mauvaises lois, il faut les connaître et éviter les pièges qui sont cachés derrière ces lois. Que ce soit Mimefo, que ce soit Olinga, je crois qu'ils devraient les connaître. Donc cela ne devrait pas être considéré comme un acharnement tous azimuts sur la presse. Quand le gouvernement va se présenter, il va se présenter avec des preuves. Il va dire, voici des lois, vous n'avez pas respecté les lois. Donc à nous d'éviter de se retrouver dans ce type de situation délicate. Et ça vaut autant pour M. Olinga, qui est cette fois-ci inculpé pour tentative de rébellion, alors qu'il n'était pas du tout dans l'exercice de ses fonctions, mais il s'est érigé contre une décision du gouverneur de la région de l'Ouest qui demandait que, du sous-préfet qui demandait que les bars ferment à une certaine heure. Il n'était pas du tout dans l'exercice de ses fonctions de journaliste et je pense que c'est un appel qu'il faut lancer à l'endroit de nos confrères de prendre la mesure des pièges qui sont contenus. Pourquoi pas dans les lois, mais également dans les arrêtés qui sont prises dans l'exercice ou alors dans le cadre de leurs activités, quotidiennes. Ça va nous éviter des procès tels qu'on en a actuellement sur la table. Ok. Alors, Mutation qui parle donc de vent de terreur sur les journalistes et en même temps le messager parle de droit à l'information. Le régime impose la terreur. Sensiblement. Quand on lit ça, on est en droit, les journalistes sont en droit de tomber sur une sorte de terreur.
C'est-à-dire qu'ils se disent que maintenant tout peut leur arriver. Ils se disent maintenant qu'il suffit qu'un policier zélé décide de les arrêter pour une virgule de trop ou de moins, ou alors de les prendre pour un commentaire, parce qu'on en est encore à la presse cybernétique. On va tomber bientôt au niveau de la presse écrite, où là, il y a quand même des éléments qui sont là. Et vous savez ce qui s'écrit parfois dans certains journaux. Vous connaissez les termes. Parce que ce ne sera plus seulement question de la propagation de fausses nouvelles, mais il sera même aussi question d'injures par voie de presse, de diffamation par voie de presse, et même d'hostilité envers la patrie, parce qu'il y a certains journaux aussi, quand ils écrivent des articles sur le Cameroun, les termes qu'ils utilisent sont des termes tellement orduriers que je pense que l'État serait en droit de leur intenter un procès. Donc, les journalistes commencent à savoir, en ce début de septième mandat, à quoi s'en tenir et savoir que les choses ne seront pas faciles et que le gouvernement lui-même tient à appliquer les lois de façon rigide. Et je ne pense pas qu'avec la rigidité, on va arriver à un climat serein pour les 7 ans à venir. Très bien. Et puisque vous parlez des 7 ans à venir, il y a Émergence qui parle de nouveau septennat. Paul Biya est-il encore l'homme de la situation? C'est la question que traditionnellement, nos confrères d'Émergence parlent le vendredi par une question et font intervenir divers experts, 13. Ici, il y a 13 experts qui s'affrontent. Tout à fait. Paul Biya est-il encore l'homme de la situation? Je pense que je vais apporter une réponse tout à fait mitigée parce que, au regard des résultats de la dernière présidentielle, avec un score positif de M. Biya à 71%, on peut dire que à ce niveau, il est encore l'homme de la situation parce qu'il a gagné avec une majorité très absolue des suffrages. Mais lorsqu'on regarde le taux d'abstention et le nombre de personnes qui ne se sont pas inscrites ou alors qui se désintéressent de la chose politique, on peut avec raison dire que Paul Biya n'est pas l'homme de la situation parce que, il y a eu une forte abstention et ça joue contre lui, mais également il y a beaucoup de personnes qui sont certainement des déçus de la politique du renouveau, qui ne veulent plus s'intéresser à la chose politique. Donc, je crois que c'est une réponse mitigée que j'apporte, mais on va rester sur son slogan qu'il a propulsé à la tête pour un 7e mandat, disant que c'est un mandat de grandes opportunités. On attend effectivement de voir ces grandes opportunités en espérant que le jour où il a prêté serment, il a dévoilé un chapelet de programmes à mettre en œuvre. On espère simplement qu'il va dérouler ce programme et il va satisfaire les attentes de ceux qui se considèrent comme être les déçus de son programme de renouveau. Alors, puisqu'il parlait donc de ce programme, en tout cas pour ce qui est de la jeunesse, mais il n'a pas déroulé, il n'a pas donné les éléments palpables de comment est-ce que l'opération sera menée sur le terrain. Ce sont les membres du gouvernement qui vont gérer la suite. Ou alors, avec cette question, est-il encore l'homme de la situation? Mais ce n'est pas à moi qu'on a posé la question. On a posé la question à 13 experts. Et il suffit d'acheter le journal pour être au parfum de la réponse et des postures de ces différents experts. Mais la question que des personnes beaucoup moins dures sont tentées de poser, c'est de se demander qu'est-ce que Paul Biya va faire de sa victoire. Il a gagné une élection avec un score de 71%. Il a un blanc-seing pour 7 ans. Mais est-ce qu'il va être à la hauteur? Est-ce qu'il va réaliser ce qu'il a promis? Est-ce qu'il va revenir sur un certain nombre de mauvaises habitudes qui sont incrustées dans le journal? Est-ce qu'il va faire le ménage autour de lui pour enlever du paysage des Camerounais ces vieux ministres qui sont là depuis 13, 14, 15 ans, qui ne font rien du tout et qui restent toujours là et qui traînent des casseroles derrière eux? Est-ce qu'il va prendre des dispositions pour qu'il y ait non seulement un démarrage, un redémarrage de l'industrialisation, de création d'emplois, mettre les jeunes au travail et surtout redonner la possibilité au Cameroun de remonter un peu plus dans le doing business et même au niveau de la notoriété et de la confiance internationale? C'est ça qu'on attend de Paul Biya. Ce n'est pas de se poser la question s'il est l'homme de la situation. Les experts vont s'en charger, mais on est en droit de se demander qu'est-ce qu'il va faire de son mandat et qu'est-ce qu'il compte faire de ce mandat-là. C'est ça le véritable problème aujourd'hui. Bon, la seule personne qui peut répondre, c'est lui-même. D'accord, alors c'est la question que se pose Émergence, le quotidien privé bilingue ce matin. Paul Biya est-il encore l'homme de la situation? 13 experts s'affrontent et vous également vous avez de nouveaux avis, en tout cas sur cette question. Mais seulement le messager de ce matin parle à l'aube justement du nouveau septennat, le pouvoir de Yaoundé transpire la peur. C'est ce que dit le numéro. Écoutez, c'est un avis forcément qu'on peut ne pas partager, mais au regard des événements au Cameroun depuis
2014, le régime de Yaoundé, effectivement, peut transpirer la peur. D'abord, avec l'instabilité dans la région de l'Est, où on a vu des incursions répétées des forces armées qui venaient de la République centrafricaine, mais également avec Boko Haram du côté de la région de l'extrême nord, et maintenant avec la crise anglophone. Et vous savez qu'à côté de cette crise sécuritaire, il y a un climat sociopolitique qui est quand même assez électrique, dû aux relations entre le gouvernement actuel et certains partis de l'opposition, qui fait qu'il n'y a pas la sérénité au sein du pouvoir aujourd'hui. Et vous savez également est parfois taxé d'un parti qui n'est pas serein en interne parce qu'il y a des batailles de positionnement. Donc, en interne comme en externe, effectivement, je pense que le pouvoir de Yaoundé peut transpirer la peur parce qu'il y a certains éléments qui sont favorables à ce qu'on ne soit pas serein au sein de l'appareil de l'État. Alors, le sous-titre, en tout cas, je voudrais dire, le titre en pied de une, donc, je veux dire, le journal Le Messager, en pied de une ce matin, parle donc de ce pouvoir de Yaoundé qui transpire la peur. Comment pour exprimer le climat actuel? Non, je ne pense pas que le régime de Yaoundé puisse avoir peur. Il n'a pas peur. Il y a quand même une fébrilité qu'on enregistre, mais ce n'est pas de la peur. Il y a une différence entre fébrilité et peur. Fébrilité par rapport justement à la question de sud-ouest-nord-ouest, où on n'arrive toujours pas, où les forces de défense sont toujours dans une situation de défensive et pas d'offensive. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller jusqu'au bout. Bon, Paul Biya, dans son discours, a demandé aux sécessionnistes de déposer les armes et que ceux qui ne vont pas déposer les armes, ils vont assumer ça jusqu'au bout parce qu'ils ils feront face à la détermination de l'État. C'est un discours musclé, c'est un discours qui ne démontre pas la peur, bien au contraire. Donc, la fébrilité, oui, on peut parler de fébrilité par rapport à ce qui se passe avec ces journalistes qu'on est en train d'arrêter pour des motifs divers. On peut lire la même fébrilité, par exemple, dans cette obstination de certains hommes politiques à continuer à faire une sorte de prolongation après l'élection qui est déjà derrière nous, mais qui continue à monopoliser, à mobiliser des jeunes pour un combat qui est désormais considéré comme un combat d'arrière-garde. Et la fébrilité, on la sent plutôt du côté des forces de l'ordre qui ne peuvent pas aller jusqu'au bout, qui ne peuvent pas arrêter ces personnalités-là, mais qui sont obligées d'essayer de calmer la situation pour éviter justement des clashs un peu trop. Donc peur, non. Fébrilité peut-être, oui. Fébrilité compte tenu du fait que voici la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive, il faut que les choses finissent. On ne donne pas l'impression qu'il y a une fébrilité, mais on sent que la pression devient de plus en plus forte parce qu'il y a toujours du retard. Ce retard doit être comblé le plus tôt possible. Parce que l'organisation de cette Coupe d'Afrique aussi au Cameroun, c'est un challenge qui sera là pour redorer un peu cette année qui commence. Donc, il y a une sorte de fébrilité qui, elle est perceptible, mais la peur, non, je ne pense pas. D'accord. Alors, le financier d'Afrique, à côté des questions de finances, justement, parle ce matin de l'intelligence qui analyse en tout cas les défis du nouveau septennat. On voit bien qu'il y a des grands défis à relever pour ce nouveau septennat. Il y a bien évidemment beaucoup d'attentes pour ce nouveau septennat. Financier d'Afrique, on ne commence pas très souvent sur ce plateau à poser une question fondamentale. Mais je pense que les premiers défis sont d'abord des défis politiques. Pourquoi ne pas penser à une révision de la Constitution? Pourquoi ne pas définitivement désigner un vice-président? Pourquoi ne pas penser à la forme de l'État? Pourquoi ne pas signer les décrets d'application de l'article 66? Il y a de nombreux défis politiques sur lesquels devrait s'engager le président de la République. Mais il y a également des défis économiques parce que pour beaucoup, le dernier septennat a été un septennat assez difficile et pour certains, toute l'ère Biya est une ère d'échec sur le domaine économique. Donc, le président de la République devra également trouver les bonnes mesures pour la relance de l'économie camerounaise. Et finalement, je crois que le plus grand défi, c'est le défi sécuritaire parce qu'il y a une ceinture d'insécurité qui encercle le Cameroun aujourd'hui et avec le discours du président de la République qui a plutôt opté pour une solution forte contre ces entrepreneurs de la guerre, comme il les a appelés. Je crois qu'avec ce discours, il y a des mesures fortes qui vont être prises pour que le Cameroun relève ces défis sécuritaires. Le doyen a parlé tout à l'heure de cette Coupe d'Afrique des Nations qu'on organiserait en 2019. Je pense que c'est un autre défi qu'on ne peut pas aligner sur la même échelle que les trois précédents défis que j'ai relevés, mais qui reste quand même un défi que devait relever M. Biya parce que, comme certains le disent, il tient absolument à sucer sa canne.
Oui, mais je sais bien que pour aller dans votre suite, vous avez parlé du discours du chef de l'État à l'adresse des sécessionnistes. Moi, je pense que le discours, il ne peut pas se permettre d'avoir un discours faible pendant que les gens sont en train d'appeler au dialogue. Mais le problème du dialogue, ce n'est pas le plus difficile. Le problème maintenant, c'est de savoir que et de comprendre qu'aucun État au monde n'a jamais accepté la sécession. Aucun État, que ce soit le Nigeria, où il y a eu un groupe ethnique qui a voulu faire le Biafra, ça a duré 2 ans, mais l'État a fini par avoir dessus. Regardez même en Tchétchénie, avec Vladimir Poutine, les Tchétchènes ont commis des atrocités avec des attentats terribles et tout ça. L'État, aucun État, que ce soit en France, que ce soit en Espagne, aucun État ne peut accepter cela. Et moi, je pense que le président Biya va dans le sens de cette logique que on ne peut pas, les gens ne peuvent pas se lever un matin, prendre les armes et commencer à dire que cette partie du pays, c'est la nôtre, vous débrouillez-vous avec le reste. Non, le dialogue n'est pas fermé. Et je pense que le dialogue est une option qui est ouverte, puisque la réunion du cardinal Toumi va se tenir. Mais sur le plan de la question sécessionniste, je pense que le chef de l'État est resté droit dans ses bottes et droit dans la logique de tout chef d'État de ne pas se laisser intimider par un groupe de personnes qui prennent des armes pour s'arroger une partie du pays. Très bien. Alors, je voudrais rappeler simplement que la presse est largement revenue sur le cas Mimi Mefo ce matin. Donc, les lecteurs vont découvrir le traitement qui a été réservé donc, à ce sujet dans la plupart des tabloïds. Donc, je vous souhaite déjà de passer un très bon week-end, surtout sans excès, et avoir une pensée en tout cas pour Mimi Mefo qui a passé déjà 2 jours, 2 nuits en tout cas à la prison de Douala, de Nebel à Douala. Donc, nous sommes de tout cœur avec elle. On va beaucoup prier pour elle. Pour ce qui nous concerne, on espère revenir vendredi prochain sur ce plateau libre. Très bien. Merci. Bon week-end à vous, chers téléspectateurs, et à lundi.